Ce que vous avez sous les yeux, c'est peut-être l'une des plus grosses mises à jour que Blender ait connue. Il s'agit de la version 5.2 qui est en bêta, elle n'est pas encore sortie, mais vous pouvez la télécharger sur le site officiel. Je vous montrerai ça en fin de vidéo si jamais ça vous intéresse. Ça permet entre autres de déchirer des tissus avec une simulation de Closs. Pour ceux qui avaient déjà fait des simulations de tissus avec l'ancien système, vous savez que ça c'était quasiment impossible. Maintenant, très simplement, tout ça c'est basé sur du Geometry Node, donc en plus c'est éditable. Vous pouvez obtenir le résultat que vous avez sous les yeux. Donc aujourd'hui, on va passer en revue 3, 4, 5 nouveautés vraiment importantes, primordiales, que j'ai sélectionnées sur la version 5.20. Je vais vous montrer en direct, directement dans la vidéo. On va pas aller sur le site pour voir le patch note et tout. Ça, on le fera vraiment quand la version sera sortie. Aujourd'hui, on va manipuler le logiciel pour vous montrer comment ça se passe. Donc pour obtenir ce que vous avez sous les yeux, comment on peut s'y prendre? Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. C'est un système qui est totalement différent. Hop là, je vais supprimer tout ce qu'il y a de base et je vais avoir besoin de deux éléments. D'abord le tissu, ça change pas, et ensuite l'élément qui va nous servir de collider. Vous allez voir que philosophiquement parlant, c'est quand même sacrément différent. Je vais faire un Shift A, Mesh Plane, un R X pour faire une petite rotation. Je ne peux pas afficher les raccourcis clavier en bas à droite, le plugin n'est pas encore compatible. Sur l'official release, je pense que ce sera le cas, mais désolé, là je peux pas vous l'afficher. De toute façon, le but c'est vraiment de vous montrer les possibilités de cette version-là. Vous n'êtes pas obligé de tester ça en direct, vous pouvez attendre que la version soit officiellement sortie parce qu'il y a encore quelques crashs et quelques bugs que j'ai pu remarquer en manipulant un petit peu le logiciel. Mais c'est normal, c'est une bêta. Donc normalement, d'ici un mois, il sera sorti, à peu près. Donc je vais subdiviser mon Closs. Ça, c'est normal. On est toujours basé sur une densité de géométrie pour avoir de la qualité de simulation. Donc là, c'est pas suffisant, mais dans un premier temps, ça va. On va partir sur ça. Je vais aller dans les modifiers. On a envie, si on veut faire l'ancien système, d'aller dans Physics et faire Closs. Ça marcherait, mais là, c'est l'ancien système. Vous voyez que ça me rajoute un modifier Closs. Moi, c'est pas ce que je veux, donc je vais l'enlever. Je vais aller ici dans les modifiers, Add Modifier, et je vais taper Closs. Et là, il va se passer une chose intéressante, c'est que maintenant, j'ai ceci dans le Unassigned. Donc, si je fais Add Modifier Unassigned, on voit que là, c'est toutes les choses un petit peu expérimentales de cette version, notamment le Closs Dynamic. Et si je clique dessus et que je fais espace, bon signe. Là, ça veut dire que Blender, il a lancé une simulation. Je vais mettre ma timeline juste ici. Donc, il a lancé une simulation, mais ça marche pas bien. Ça marche pas bien, il faut deux choses. Il faut ce qu'on appelle un pin group pour figer la partie qui est en haut, pour l'attacher physiquement, et il faut également une collision. Donc on va faire ça très rapidement. Je vais passer en mode édition, je sélectionne ma loupe d'un avec Alt, clic gauche, et je vais faire dans Data, un petit plus, Assign, et là mon groupe est assigné. Un plus par chance, Blender, ils ont bien réfléchi, le pin group, il s'appelle par défaut groupe, c'est exactement le groupe natif de Blender quand on crée un groupe, donc là c'est bon. Si je fais espace maintenant, vous voyez que c'est bien attaché. Il manque une chose, il manque un élément qui va me servir de collider, donc je vais prendre une UV sphère, comme dans mon exemple, hop là, je la réduis, voilà, par exemple cette taille-là, je vais faire I, j'avance un petit peu, par exemple frame 24, j'avance et je fais I, comme ça là j'ai bien une animation. Ça marche pas, j'ai pas de collision, c'est normal. Je dois indiquer à Blender à chaque fois quel est le type et le rôle de chaque élément dans ma simulation, dans mon système de simu. Là pour le moment, j'ai bien une animation de sphère, mais je lui ai pas dit que c'était une collision. Donc je suis obligé de lui indiquer. Donc là c'est pareil, je vais dans Add Modifier, Unassigned, et j'ai un truc qui s'appelle Collider. Donc pareil, on est tenté ici d'aller dans collision. Non, là il faut vous dire que c'est un nouveau système, donc qui dit nouveau système dit nouveaux outils. Pour que tout soit incorporé dans ce système de simulation, je dois passer par des outils différents. Également, je précise que tout ça, c'est basé sur du Geometry Node. Donc si je vais ici dans Geometry Node, si vous aimez bien ça, vous pouvez tout éditer. Donc vous avez la gravité, le système d'attache, le système de déchirement, qu'on va voir juste après. J'ai hésité parce que je ne savais pas si ça se disait, mais si, le déchirement d'un Closs. Donc on peut le gérer là. Tout est fait par défaut, donc vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Si vous avez une appétence un petit peu pour la technique, pour savoir ce qui se passe derrière, vous pouvez y aller. Vous allez voir que ça va être assez intéressant. Donc là, j'ai ma collision sur la sphère, on se dit ça va marcher, j'appuie sur espace, c'est magnifique, ça marche pas. Ça marche pas pourquoi? Parce que ce système-là, il atteint quelque chose de spécifique. Si je retourne sur mon Closs juste ici, je vais aller dans Effector, je dois lui indiquer une collision. Alors je pourrais taguer des trucs, mais on ne va pas le faire comme ça. Je vais lui indiquer une collection dans laquelle j'ai mes colliders. Donc je vais faire un New Collection, je vais appeler Collider comme ceci, et je vais mettre ma sphère dedans. Et maintenant, c'est juste ici dans Collection, je mets Collider. Si je fais espace, magnifique. Plusieurs défauts. On n'est pas en Shade Smooth, donc clic droit, Shade Smooth, ce sera plus joli. Et également, alors c'est bien beau, mais là, on se rapproche un petit peu de l'ancien système. Mon Closs, il s'est pas déchiré. Et là, je suis déçu. On se dit, ça va être complexe, on va devoir gérer un truc pour déchirer. Un seul clic. Vous cliquez sur Tearing juste ici.
vous avez un threshold, donc c'est le seuil à partir duquel il considère qu'il doit être déchiré. Et là, si je fais espace, magnifique, magnifique à moitié. Ça fonctionne, mais c'est pas beau. C'est pas beau parce que j'ai pas assez de subdivision. Donc je vais tout sélectionner. Hop là. Alors je vais aller au début, sinon je suis en mode simulation, ça n'a pas bien marché. Je fais clic droit, subdivide, j'en rajoute 2. Là je pense que c'est suffisant. Et si je fais espace, magnifique. Et là il se passe, parfait, il se passe quelque chose d'intéressant. Je pensais que je devrais rajouter une seconde sphère. Mais si on analyse un petit peu la simulation en 2 temps, qu'est-ce qui se passe? D'abord, j'ai ma sphère qui va venir déchirer littéralement de manière très sphérique, hein, vu que c'est une sphère par défaut, mon closs. Et ensuite, le solver arrive à comprendre que la tension présente dessous est tellement importante qu'il doit déchirer ici et là. Et avec la gravité, on va obtenir quelque chose, vous voyez, qui fonctionne extrêmement bien. Ça, c'était quasiment impossible pour l'obtenir avec l'ancien système. Donc c'est vraiment, vraiment chouette qu'ils ont incorporé ça. On va pouvoir s'amuser, faire plein de simulations vraiment poussées. Avant, on était obligé de passer sur du Houdini ou de faire des propres systèmes à base de projection de weight et tout, déchirer des trucs à la main. Ça marchait pas bien. Là, c'est vraiment quelque chose natif à Blender. Donc c'est super. Ça, c'était la première grosse nouveauté. Je voulais commencer avec ça parce que c'est assez intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un autre truc qui est assez intéressant, c'est l'asset library, qui a totalement changé. Maintenant, vous avez possibilité de dire à Blender que l'asset library doit aller chercher un URL qui est présent en ligne. 2 avantages à ça. Si vous allez dans l'asset library de base, tac, je vais aller juste ici, dans l'asset browser, voilà, qui ressemble à ceci, dans le mode essential, comme ça vous avez les trucs de Blender. Vous avez ceci. Alors il s'est un petit peu étoffé, mais il n'y a pas grand chose. On peut en avoir beaucoup plus. Et comment on peut en avoir beaucoup plus? Il suffit tout simplement d'aller dans Edit, Preferences, et là il y a 2 choses à changer. Déjà, quand vous allez dans l'Asset Library, vous avez un message en haut qui vous dit « Ah, attention, tu dois activer le Online Access ». Si vous voulez pas le faire ici, vous pouvez aller dans System, et là je mets Allow Online Access, et regardez ce qui se passe à droite. Il y a un petit rafraîchissement, et là je vais avoir beaucoup plus de choses. Des nouvelles brushes, donc ça c'est intéressant. J'ai des nouveaux systèmes de sculpt, des petits trucs qui peuvent être intéressants. J'ai des nouveaux filtres, des nouveaux traitements, des nouveaux nodes dans le compositing. On le verra à la fin de la vidéo, je vous montrerai quelques exemples. J'ai plein de nouveaux trucs ici en termes de géométrie node, donc ça c'est vraiment sympa. Et surtout, j'ai des nouveaux matériaux, des nouveaux assets. Donc j'ai plein de petits trucs qui peuvent être ultra chouettes. Des bases mesh. Avant, on était obligé de passer par une scène intermédiaire. Donc là, Blender a vraiment alimenté ça. C'est vraiment très très cool. Donc vous avez des matériaux. Vous avez par exemple, je sais pas moi, le matériau Carpaint qui est pas si facile que ça à réaliser. C'est une sorte de métallique avec de l'anisotropie et autres. Donc voilà, plein de nouvelles choses qui sont présentes directement dans l'asset browser. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et également, je vous disais que vous avez possibilité dans Asset Library de faire un petit plus et vous pouvez mettre un Remote Asset Library. Donc ça, c'est ultra chouette si vous travaillez à plusieurs, que vous mettez des assets sur un serveur ou autre. Vous pouvez mettre l'URL de ce dernier et vos collaborateurs auront accès à ça. Ou alors vous n'êtes pas chez vous, vous avez un NAS en local et tout, vous l'exposez en URL, vous pouvez accéder à votre librairie. Donc ça, c'est ultra intéressant, je pense que je ferai des vidéos dessus, parce que pour un travail collaboratif, c'est vraiment, vraiment cool. Ensuite, on enchaîne un petit peu les fonctionnalités. La troisième, et déjà l'avant-dernière, ça va un petit peu vite, mais je peux pas tout vous présenter, je ferai des vidéos spécifiques sur tout ça, ne vous inquiétez pas. Vous vous souvenez du Loop Tool? Le Loop Tool qui permet de rendre une sélection circulaire, par exemple, c'était un plugin à activer en plus de Blender. C'est terminé, maintenant vous l'avez nativement dans le logiciel. Donc je prends mon cube, mon plane, pardon, je fais des clics droits subdivide, un certain nombre, par exemple comme ceci. Je vais sélectionner cette partie-là. Je veux le transformer en cercle. Comment je fais? F3. Je tape Circle et vous avez le To Circle. Et regardez ce qui se passe juste derrière moi. Vous avez des options qui ressemblent littéralement à ce qu'on avait dans le Loop Tool. Donc vous ne serez pas perdu. Et vous avez bien votre sélection qui a été transformée en cercle. Donc là, je peux faire par exemple une extrusion comme ceci. Je peux faire une petite sélection tac, de la partie qui est présente là. Alors je vais faire avec des Alt. Je suis obligé d'en faire plusieurs. Je fais un petit CTRL B comme ceci. Je fais exactement pareil ici. Et vous allez voir que très rapidement, vous pouvez avoir une topologie qui est clean. Donc là, j'ai que des quads. Je peux le subdiviser. Ça va tenir parfaitement. Donc ça permet de modifier un petit peu la forme de topologie pour avoir un cercle. Ça peut paraître tout bête, mais c'est ultra pratique pour ceux qui font de la modélisation. Je sais que
Vous savez que c'est ultra important. Donc grâce à ça, vous allez vraiment pouvoir obtenir des trucs assez chouettes en termes de topologie. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et ça évite de passer par un plugin qui était bien, hein, le tool était très bien. Mais maintenant, c'est natif, donc c'est quand même bien plus intéressant. Et on se prend pas la tête avec des plugins à activer, à désactiver, qui parfois sont pas compatibles sur le changement de version. Là, c'est nickel. Et la dernière nouveauté, alors en soi, c'est la 4e feature, mais il y en a tellement dedans qu'on peut considérer qu'il y en a plusieurs. C'est tous les nouveaux nodes présents dans le compositing. Donc, je vais faire un rendu de cette scène-là avec F12. Vous allez voir un petit peu ce qui va se passer. Par défaut, pas grand-chose. C'est ce qu'on a habituellement quand on lance un rendu dans Blender. Donc, cette scène, vous la connaissez. J'aime bien la prendre comme exemple à chaque fois pour les nouvelles fonctionnalités. Je vais aller dans le compositor et je vais faire, hop là, un nouveau arbre. Donc, déjà, en bas, vous avez, comme je disais tout à l'heure, des nouvelles options de librairie. Vu qu'on a activé la partie en ligne, je peux prendre par exemple, alors je vais mettre le backdrop comme ceci, je vais pouvoir prendre le dithering, je veux le drag and drop, et là il me dit ah, il faut le télécharger, c'est normal. Donc je vais faire un clic droit, download asset, ça prend quelques fractions de secondes, alors ça dépend de votre connexion, mais c'est des choses qui sont pas lourdes. Et maintenant, ça y est, il est disponible, j'ai plus le logo du mode en mode, j'allais dire multijoueur, pas du tout, en mode librairie en ligne qui est affichée, en mode network, voilà, pardon. Donc maintenant, il est disponible. Alors pourquoi ils sont en double? Parce que vu que j'ai téléchargé plusieurs fois la bêta, je l'ai téléchargé plusieurs fois. Ne faites pas attention, vous l'aurez qu'une seule fois chez vous, sauf si vous vous amusez à le télécharger plusieurs fois, comme j'ai fait. J'avais testé en amont, et là, en tournant la vidéo, je le retélécharge. Mais c'est pas très grave. Donc je le prends, je le drag and drop, et voilà ce qui se passe. Mon node est accessible. Et je peux, par exemple, obtenir des effets comme ceci très facilement. Donc c'est un exemple. Parmi ceux qui sont vachement intéressants, je trouve, on en a un qui permet maintenant de faire de l'atmosphère directement dans le compositing. Alors il est présent juste derrière ma tête, ici. J'ai le Depth Atmosphere, donc je vais le drag and drop. Hop là, ça ressemble à ça. Je vais mettre mon image juste là. Et ce qui est ultra intéressant, c'est mon entrée. Mon entrée, par défaut, elle est en Depth. Vous pouvez passer en Mist, ça dépend vraiment ce que vous voulez faire. Donc moi, je vais prendre le Depth parce que je l'ai sorti, le Mist aussi. Donc c'est compatible avec les deux. Qu'est-ce qui se passe si je relis ça ici? On a une sorte de voile qui apparaît ici. Et là, je vais pouvoir créer de l'atmosphère en bougeant cette valeur-là. Donc soit je peux la mettre très très faible, et vous voyez comme mon atmosphère va s'accentuer. Pareil pour celle-ci. Si je le réduis, je vais avoir une atmosphère de plus en plus présente. Donc là, en gros, je viens définir un début et une fin dans mon atmosphère. Donc pour créer une sorte de brouillard, vous voyez que ça marche vachement bien. Plus besoin de faire ça en volumétrique. Petit bémol quand même, en volumétrique, ça marchera mieux parce que c'est un comportement physique d'absorption de lumière. Là, c'est un traitement 2D, entre guillemets, c'est quand même basé sur une profondeur, mais c'est une sorte de traitement 2D qui est appliqué dessus. Donc vous avez le type d'interpolation, de dégradé, entre guillemets, donc le fall-off. Donc par défaut, on est en linéaire, on peut avoir du quadratique, de l'inversion quadratique. Donc ça, c'est à vous de voir vraiment ce que vous voulez. Je trouve que le quadratique, il marche quand même assez bien. Vous avez l'épaisseur de cette atmosphère. Donc si je mets à 0, c'est quasiment inexistant. Si je mets à 1, vous voyez que ça fait un voile très très brut. Donc moi, je vous conseille par exemple un 0,35, je pense que c'est pas mal. Vous avez l'opacité, vous avez la teinte, donc vous pourriez très bien faire quelque chose qui tend, je sais pas, vers du jaune, pour donner un côté un petit peu jaune à l'image, vers du bleu. Donc ça, c'est à vous de voir. Vous avez des changements d'exposition si vous le souhaitez également. Alors faites attention, pas trop jouer avec ça, sinon on va avoir quelque chose. Alors vous pouvez le mettre en négatif si vraiment vous voulez absorber la lumière comme ceci, mais on peut très facilement dénaturer l'image. Donc à vous de voir. Je vais mettre par exemple du 0,5. Tac. Et voilà ce qu'on obtient automatiquement avec ce node, avec ou sans brouillard. Donc ça, c'est quand même intéressant. Alors là, l'image, j'ai choisi celle-là parce qu'elle va bien s'appliquer aux autres, mais pour une démonstration de Depth Atmosphere, il y a le mot Depth dans la description. Donc profondeur, c'est mieux d'avoir par exemple un décor, une forêt avec plein d'arbres pour voir un petit peu comment ça réagit. Avant ça, on était obligé de le faire directement avec le mist, avec une opacité et tout, c'était un petit peu galère. Bon, c'est quand même intéressant, je voulais vous le montrer. Alors on a plein d'autres petits nodes. On a par exemple le film grain, ça permet très facilement d'avoir du grain de film, on a un factor, comme d'habitude, qui permet de gérer l'intensité de ces derniers. On a différents presets, donc ça les connaisseurs vont s'y retrouver. Et ce qui est ultra intéressant, c'est qu'on a également le custom. Et si je passe en custom, alors vous avez en millimètres les settings, vous avez des presets là aussi, je vous avoue que je ne suis pas assez connaisseur pour savoir de quoi il s'agit. Vous avez le custom, vous pouvez vraiment tout gérer. Donc ceux qui aiment bien la photographie et qui sont tout ce qui est cinéma, vidéo et tout,
vous allez vous y reconnaître. Moi, j'avoue que c'est trop poussé pour moi, mais c'est quand même intéressant de pouvoir ajouter des grains de film. Moi, à chaque fois, je vais utiliser les presets que je vais modifier et ce sera quand même très très bien. Donc cette partie-là, on l'a déjà vu. Vous avez le Paint Filter, donc ça aussi, c'est quand même ultra intéressant. C'est quelque chose qui se rapproche un petit peu du Kuwara qu'on avait à l'époque. C'est peut-être d'ailleurs basé sur ça. Et là, c'est pareil. Vous avez différentes choses. Alors, vous avez l'image de base, vous avez l'image en mode stroke texture pour savoir ce qui est généré par-dessus, si jamais vous voulez le traiter différemment. Et vous avez le Canva texture. Donc nous, on va regarder l'image de sortie de base qui ressemble à ça. Et là, c'est pareil. Vous avez plein de réglages. Alors, vous avez un masque. Donc, vous pourriez, par exemple, avoir un effet qui est dépendant en fonction de la profondeur. Vous voyez, si je passe en mode mist, ben, le traitement va se faire uniquement en fond. Donc ça peut être intéressant. Vous pouvez vraiment gérer à partir de quel moment le traitement se fait. Mais si je le mets partout, donc par défaut on est en watercolor, donc vous avez plein de réglages, on va pas tous les passer, mais vous pouvez par exemple changer la taille. Donc si je mets 10, vous allez voir que je vais avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Si je mets 50, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus étalé, donc on va pas trop retrouver notre image, mais ça peut être un traitement intéressant. Je vais le repasser à 20 comme par défaut. Et là vous avez pareil, plusieurs presets. On a le watercolor, on a la peinture à huile, qui peut être également intéressant, qui ressemble à ceci. On a le digital géométrique, alors ils ont donné des noms un petit peu barbares pour certains trucs, et on a le custom, comme d'habitude. Vous pouvez mettre en entrée un stroke texture, donc ça c'est assez intéressant, vous allez pouvoir créer vos propres brushes, entre guillemets, qui vont venir alimenter votre chose, votre rendu. Donc ça peut être vraiment, vraiment chouette pour ceux qui sont dans la stylisation de rendu. Donc c'est vachement intéressant. Et une fois de plus, ce qui est vraiment cool, c'est que tout ça, c'est éditable sur un masque. Donc si je mets le mist, comme tout à l'heure, on peut voir que le traitement se fait vraiment sur une partie. Et c'est ce que j'avais fait par exemple sur un rendu qui est présent sur Instagram. Donc ceux qui me suivent pas sur Instagram, vous pouvez aller checker, comme ça vous saurez de quoi je parle. Si vous tapez Michael sur Instagram, vous allez trouver, ou Michael 3D. J'avais fait une sorte de forêt un petit peu stylisée en fond, et c'était exactement ce système-là. Donc c'était avec le Kuwara, qui était l'ancien système, mais qui, je pense, est plus ou moins... il doit avoir une base d'algorithme similaire sur les deux. Et pareil, j'avais utilisé le mist pour avoir un dégradé de masque, et c'est vachement intéressant parce que du coup, on peut avoir la main sur les éléments que l'on veut traiter avec ça. Donc là, j'ai utilisé le mist, mais ça peut être du cryptomate, sélectionner des éléments, faire un masque à la main, vous faites vraiment ce que vous voulez, donc c'est assez intéressant. On pourrait même mettre de l'ambient occlusion dessus, ça ferait un truc un peu bizarre, mais sur toutes les parties d'ambient occlusion, on aurait des éléments. Donc là, vous voyez, si je prends l'ambient occlusion qui ressemble à ça, ben c'est ça qui définirait mon masque de Paint Filter. Donc je fais vraiment ce que je veux. Il attend quelque chose de noir et blanc, mais je le traite vraiment de la manière que je souhaite pour obtenir le résultat souhaité. Donc voilà, c'est la fin de toutes ces petites nouveautés. Si je les résume très rapidement, on a le nouveau Cross Simulation qui est vraiment, vraiment bien, qui va permettre de faire des choses ultra poussées. On a le nouveau Asset Browser, donc l'Asset Library. Vous allez pouvoir partager sur Internet différents URL pour partager avec des collègues, avec des amis, ce que vous souhaitez. Il y aura même des gens avec des librairies communautaires. C'est sûr et certain, ça va arriver très rapidement. Blender a proposé de lui-même plein de nouveaux assets disponibles par défaut. Il vous suffit juste d'activer le Online Access et de les télécharger. C'est ultra rapide. Donc si vous êtes un petit peu frileux à vous dire, ce que je comprends tout à fait, Blender a accès à Internet en permanence et tout, vous pouvez activer l'Online Access, les télécharger et le redésactiver. Il n'y a pas de problème, il ne va pas vous les enlever. Donc ça, c'est également une alternative. Le Loop Tool qui a vraiment été incorporé nativement dans Blender, toujours intéressant pour ceux qui font de la modélisation, et tout le système ici présent avec les nouveaux nodes. Alors je ne vous ai pas tout montré, il y en a en mode Night Vision. Alors j'avoue que moi, je ne vais pas forcément l'utiliser, enfin j'ai pas d'idée comme ça, mais bon, voilà, c'est des traitements qui existent, c'est pourquoi pas, ça peut être intéressant, ça a le mérite d'exister. En plus maintenant par défaut, tout le système, c'est pour ça que ça rame un tout petit peu quand j'active ça, tout le système est basé maintenant sur le GPU, donc ce sera beaucoup plus efficace. Avant on était obligé de le changer, c'était pas le système par défaut, maintenant c'est le système par défaut. Il y a des notes, je vous avoue, je n'ai même pas testé. L'exposure visualization, lui, il peut être pas mal. C'est quelque chose qui vous permet de voir un seul coup d'œil en évidence des valeurs un petit peu aberrantes. Vous voyez, ça vous met une sorte de... Donc là, ils appelaient ça zebra, mais ça peut être du false color. Donc ça fait une sorte de threshold de luminosité, d'exposition. Voilà, c'est des notes de debugging qui peuvent être assez intéressants. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous téléchargez cette version-là, même si elle est en bêta, elle est disponible gratuitement, comme toujours, sur le site de Blender. Vous allez sur blender.org, download. Par défaut, c'est que les versions stables. Vous scrollez un tout petit peu, Download Blender Experimental, vous cliquez dessus et vous l'avez juste ici. Donc en fonction de votre système, Windows, macOS ou Linux, vous avez des onglets et vous pouvez y
avoir accès gratuitement, tout simplement. C'est la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a donné envie. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Je voulais tourner plein de vidéos, mais je pense que ce sera l'unique vidéo. Désolé pour les petits accros. J'espère que ça vous aura donné envie de continuer Blender, de tester la 5.2. Dès que la version officielle sera sortie, bien évidemment, je ferai une vidéo dédiée dessus. Merci également à tous les gens qui me soutiennent sur Tipeee, ceux qui soutiennent la chaîne. Merci beaucoup, c'est très généreux. Et vos noms vont s'afficher dans quelques instants. Merci à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde. Et bon Blender!